Bonjour et bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Cet épisode fait partie de la capsule dédiée à Race Across France 6e édition, le sommet du cyclisme ultra-distance. Dans cette capsule, nous mettons en avant des femmes et des hommes qui ont eu l'audace de s'aligner au départ de cette incroyable aventure cycliste, que ce soit 300, 500 000 ou 2500 km. La grande distance s'élance du Touquet pour 2500 km à travers les paysages de France. Depuis Megève pour le 1000 km ou encore depuis Saint-Jean-en-Royan dans le Vercors pour le 500 km. Et tous les participants du 300 km feront une formidable boucle au départ et à l'arrivée de Mandelieu-la-Napoule, une destination exceptionnelle que tous les participants de toutes les distances vont tenter de relier. Nous souhaitons également exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires qui nous ont soutenus sur cet événement. Un grand merci à Van Rissel, notre presenting partner, mais aussi à Assos, Komoot, The Beam, Gollum, Bollé et Olifat pour leur précieux soutien. Nous vous invitons à écouter les témoignages inspirants de ces femmes, de ces hommes et à découvrir les défis, les émotions et les victoires personnelles qu'ils ont vécues lors de leur préparation sur Race Across France 2023. Restez à l'écoute pour les nouvelles capsules passionnantes qui sortent donc chaque jour et continuez à suivre l'aventure Race Across France sur raceacrossfrance.cc où vous pouvez suivre et même commenter l'évolution des participants en live. Bonne écoute et à très bientôt. Aujourd'hui, je suis avec Victor Bouscavet. Bonjour Victor. Bonjour. Alors, je suis ravi de te rencontrer, de t'avoir en face de moi. C'est ce que je disais juste avant qu'on ouvre les micros. Il y a quelques heures, j'étais beaucoup plus propre que toi. Mais là, tu es beaucoup plus propre que moi. Après une douche, ça fait du bien. Écoute, bienvenue sur le podcast Ultra Talk. On est quelques heures après ton exploit, très clairement, réalisé, traverser la France sur l'épreuve Race Across France. 2500 km. Tu connais ton temps d'ailleurs ? Pas exactement, non. Pas exactement. 5 jours, 13 heures et quelques minutes. D'accord. Tu étais à 5 heures du record d'Omar Di Felice. Certes, avec un dénivelé plus important, Omar avait sur son parcours un tout petit peu moins de kilomètres, mais ça reste une performance incroyable. Mais avant qu'on rentre dans le détail de cette victoire, de ce potentiel record que tu avais en tête ou pas, tu vas nous le dire. En tout cas, nous, on a suivi ça et hier au soir, on y croyait encore. Qui est Victor Bouscavet ? C'est la question que m'ont posé beaucoup des participants que j'ai croisés le long du chemin en venant à Mandelieu en me disant mais comment c'est possible ? Mais qui est ce jeune homme en fait ? Alors, qui est Victor ? Écoute, j'ai grandi à Besançon, dans l'Est, et j'ai fait des études de design, et en même temps, j'ai aussi grandi en faisant beaucoup de trekking, en étant passionné par l'itinérance et la découverte de la nature via l'itinérance. Et donc ce n'est que très récemment, donc un peu plus de 2 ans, où je me suis mis au vélo, et plus particulièrement au vélo de longue distance avec l'ultra. Et est-ce que Victor faisait du sport avant ? C'est-à-dire que là, tu as quel âge aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai 27 ans et donc étant tout petit, je faisais des trekkings en haute montagne. Donc avec mes parents, on voyageait un peu partout dans le monde pour aller faire des trekkings en itinérance, donc notamment dans l'Himalaya par exemple, et ainsi de suite. Donc il y avait quand même déjà une bonne propension à l'activité, à l'outdoor. J'ai aussi fait beaucoup de natation. Puis voilà, étant jeune, j'ai pratiqué quelques sports. Et voilà. Mais jamais de sport en compétition, c'est-à-dire que là, si je résume, Victor a 27 ans, à 25 ans, il débute le cyclisme, je précise, voilà, à 25 ans, donc il y a 24 mois, ouais. Il débute le cyclisme, et là, il remporte une épreuve de cyclisme ultra-distance. Alors, je n'ai pas forcément de recul en disant que c'est une épreuve que beaucoup de sportifs observent, regardent, parce que je l'ai créée, donc je ne veux pas dire que c'est une des plus difficiles et une épreuve que beaucoup de coureurs veulent remporter, mais en tout cas, toi, il y a 24 mois, tu faisais pas de vélo. Tu as débuté le vélo, aujourd'hui tu remportes cette épreuve c'est ce que j'ai mis dans un post Instagram, tu as transpercé la France, très clairement, avec une vitesse folle et surtout avec une fraîcheur incroyable qui a surpris à chaque fois sur les bases de vie tous les bénévoles. Mais avant, est-ce que Victor était un compétiteur ? Donc il y avait le trekking, donc la natation, donc c'est vrai que tu as développé un physique, tu as développé aussi avec ces trekking probablement une maîtrise on va dire de l'inconfort et du minimalisme. Mais est-ce que tu es à la base un compétiteur ? Ou pas du tout ? Non, je me sens pas profondément compétiteur. Et d'ailleurs, pendant la course, ça se sent, parce qu'il j'oscille constamment entre un mode plutôt de contemplation, de méditation, de découverte des paysages, vraiment de l'itinérance, comme un voyage classique. Et l'autre partie, plus compétiteur, avec un rythme qui va être plus soutenu, de la concentration. Mais c'est pas du tout quelque chose avec lequel j'ai vraiment eu l'habitude de grandir.
Et comment Victor est arrivé au cyclisme alors ? C'est-à-dire que 25 ans, pas de vélo, 27 ans du vélo, ça fait 2 ans. Comment tu es arrivé à faire du vélo et comment tu es arrivé sur la longue distance ? Alors, au début, le vélo, ça a été un outil qui permet de donner la liberté en étant à Besançon, d'aller au lycée, c'est ça remplace le bus. Et après, en fait, ça a commencé à remplacer le métro quand je faisais mes études supérieures à Paris. Puis après, le train avec des premiers voyages. En fait, j'ai quand même assez rapidement reconnecté avec l'itinérance, des petits bikepacking trips avec des amis ou même en famille quand j'étais un peu plus jeune. Et en fait, c'est une passion qui, du coup, a grandi un peu progressivement. Et quand il y a eu le Covid, j'ai commencé à livrer des repas aux sans-abri pendant les périodes de confinement. Et ça m'a en fait donné un rythme au vélo que je n'avais jamais eu avant, c'est-à-dire je me retrouvais très très fréquemment sur le vélo, plusieurs fois par semaine. Et à partir de là, en fait, j'ai conservé ce rythme, je l'ai reporté sur des séances de sport, donc de cyclisme sur route. Donc c'est vraiment ça qui a transformé un peu, qui a accéléré cette passion. Et pourquoi l'ultra-distance ? Eh ben justement parce que c'est l'itinérance. Je pense que c'est le rythme qui va changer. Il y a des objectifs qui sont différents. On va réduire le temps de pause et ainsi de suite. On va aller explorer des limites qui sont différentes. Mais par contre, on retrouve vraiment cette composante-là de se déplacer par ses propres moyens. Et c'est ça qui est super intéressant pour moi. On a senti chez toi, après on va parler de ta stratégie, mais alors là c'est vrai que quand on t'écoute, on ressent ce besoin de liberté, d'aventure, d'explorer la nature et de découvrir les régions. Mais quand on t'observe et qu'on te voit passer aux bases de vie, et qu'on discute après avec toi à l'arrivée, il y avait quand même une grosse part de stratégie et d'envie de gagner. Donc il y a quand même au fond de toi très clairement, en tout cas tout était bien pensé. Je reviens juste avant de parler de la RAF, un tout petit peu en arrière sur ta première épreuve du cyclisme ultra-distance. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que c'était et ce qui s'est passé, quel a été le résultat ? D'accord, alors donc la toute première épreuve c'était l'année dernière, le 22 avril. Je me suis lancé sur la Desertus Bicus. C'est une course avec un itinéraire libre qui nous fait relier en fait 4 checkpoints au milieu de désert en Espagne. Et donc c'est une course qui est aussi très stratégique. Il y a eu du coup environ 150 participants l'année dernière. Et donc je me lance sur cette course à minuit comme tout le monde. Et en fait, je pensais me découvrir sur cette course. Je comptais aussi un peu me comparer, voir où est-ce que j'allais arriver. Il y avait quand même des grands noms aussi qui se sont alignés. Tu confirmes ? Qui se sont alignés sur ce départ. Et en fait, pendant la course, j'ai découvert certaines capacités qui étaient insoupçonnées chez moi, notamment la maîtrise du sommeil, ou en tout cas du manque de sommeil. Et la communauté du cyclisme ultra-distance français, en tout cas à ce moment-là, t'as découvert ? Ouais, et puis très clairement. C'est vrai que moi c'était un peu le premier pas, la première fois que j'entrais un peu dans cette famille-là. Moi je considère que c'est un peu une sorte de famille, surtout en France. Il y a quand même une communauté qui est très animée, qui est très présente. Et Et donc sur cette course, je finis premier, mais vraiment par grande surprise. Et c'était pas du tout quelque chose auquel je m'attendais ou sur lequel, c'était pas mon objectif en arrivant là-bas, quoi. Tu sais que les gens, les participants derrière toi étaient à bloc en fait, pour essayer de te rattraper. C'est ça le truc, tu vois. C'est que t'as pas remporté l'épreuve par un coup de chance. Ça, il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que derrière, il y avait des grands noms du cyclisme ultra-distance, des gens qui sont habitués à l'ultra, mais en mode engagé, des gens qui ont fait des choses au Kyrgyzstan, notamment je pense à Sofiane, ou qui pour moi est un des plus grands cyclistes ultra-distance d'aventure au niveau mondial. Eh ben Victor, il arrive première édition et première victoire dans l'ultra-distance. Et quand on sait tous les paramètres qu'il faut maîtriser dans l'ultra-distance, toi, comment tu l'avais appréhendé ta première épreuve ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu avais travaillé ton mapping ? Est-ce que tu avais travaillé ta stratégie ? Ouais. Comment est-ce que tu as appréhendé cette première épreuve pour faire un tel niveau de performance? J'avais passé beaucoup de temps à préparer le matériel et aussi l'itinéraire. Alors l'itinéraire, la cartographie, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Essayer de trouver des bons itinéraires, c'est pas que faire la distance la plus courte avec le moins de dénivelé, il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, que ce soit la météo, l'environnement, les arbres, la qualité des revêtements, il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est tout un sujet. Et ensuite il y a aussi la planification du matériel, arriver à se reproduire une sorte de confort avec le moins d'objets possible. Et en fait, ça, c'est aussi la deuxième passion qui m'a animé. Donc, tout à l'heure, je parlais d'itinérance, tous les voyages, la découverte des paysages. Mais à côté, depuis tout petit, je suis vraiment passionné par le fait de se recréer une bulle de confort avec très peu d'objets. Et du coup, très petit, je m'amusais à dessiner des sacs à dos qui se transformaient en tentes ou des choses comme ça. Et en fait, c'est un peu dans cette veine-là que dans l'ultra, en fait, je prends un malin plaisir à planifier
préparé. Tu as peut-être dû voir dans mes drop bags, j'emporte tout un tas de choses qui vont me permettre de répondre à des situations, à s'adapter. Et donc que ce soit sur cette première course ou sur la RAF, c'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps, je pense, et peut-être plus de temps que la moyenne. Ouais, je te confirme, ouais, parce que pour aller jusqu'à étudier les revêtements, ce genre de choses, on voit qu'il y a quand même vraiment il y a une minutie dans ta préparation qui, c'est un peu, tu sais, ce qu'appellent les professionnels les gains marginaux. Eh ben, toi, c'est des petits détails que tu vas chercher, parce que je suis convaincu que très peu de participants, quand ils doivent choisir une route, vont jusqu'à la qualité du revêtement, mais s'arrêtent au dénivelé. Donc bravo, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce que tu nous dis, et les cyclistes qui écoutent vont probablement noter sur leur petit carnet, tout comme moi à l'instant, toutes ces astuces de chercher effectivement la route la plus courte, mais en tenant compte effectivement si cette route est ombragée ou pas, si le revêtement est granuleux ou pas, et donc ça c'est très très intéressant. Et puis le côté minimalisme, de rechercher effectivement à créer du confort dans l'inconfort, ça je pense que tu le tiens effectivement des différents treks que tu as pu faire avec tes parents, qui à un moment donné tu vois, c'est comme tu as été coursier en plus, et on observe dans l'ultra-distance que beaucoup de coursiers sont capables d'aller aussi très loin dans l'inconfort parce que ils sont habitués, enfin ils connaissent leur vélo, ils connaissent par cœur leur sacoche, et ça c'est des petits détails qui parfois font la différence dans les temps d'arrêt, parce que beaucoup d'épreuves se remportent. En tout cas, les écarts se creusent dans les temps d'arrêt. Exactement. Et nous, on le voyait, puisqu'on était aux bases de vie, donc on devait y arriver, on devait y repartir. D'ailleurs, si les personnes suivent sur le site racecrossfrance.cc, on a créé cette année des classements d'entrée de base de vie et de sortie de base de vie. Excellent. Qui nous permet de voir le temps, en fait, ou les places gagnées ou perdues sur une base de vie. Et c'était très, très intéressant, puisque on observait certains participants et on a calculé que pour certains, la mise en route, c'est-à-dire entre le moment où, là j'y vais, je repars, et le moment où la personne quittait vraiment la base de vie, se passait en moyenne 1 heure. C'est-à-dire le temps d'ouvrir sa sacoche, fermer ma sacoche, choisir ses vêtements pour certains comptes d'échange, remettre ses chaussures, aller remplir ses bidons, vérifier son alimentation. Ça prenait 1 heure, et c'est un temps énorme quand tu fais de l'ultra-distance et quand il y a un temps maximum à respecter. Donc en tout cas, ça, tu nous as éclairé beaucoup sur qui est Victor. Ça nous apprend plein de choses. Comment tu as préparé. Là, très clairement, il n'y a pas de hasard dans la performance. On voit que tout est prêt. L'expérience, alors, j'allais dire tu n'en avais pas, mais je reviens en arrière, je retire ce que je dis. Tu n'en avais pas en compétition, mais par contre, tu avais un gros background d'itinérance, d'aventure, d'inconfort, de minimalisme, de savoir précisément quoi emporter, pour quelle utilité. Et ça, c'est une mine d'or. Très clairement, c'est une mine d'or. Parle-nous de ta stratégie. Comment tu as joué avec cette règle des 4 heures que l'on a introduit cette année pour des raisons de sommeil. Je sais que tu as échangé avec Rémi Urdiel, le spécialiste qui nous accompagne et qui analyse toutes les données, puisqu'il y a une 50aine de coureurs qui ont été équipés sur Race Cross France, et donc l'étude et la recherche va être lancée pour comprendre. Quelle était ta stratégie au départ, et est-ce que tu as pivoté ta stratégie en cours d'aventure, ou est-ce que tu es resté sur celle que tu t'étais fixée ? Sur le début de la course, donc, on devait effectuer 4 heures de temps de pause sur les 36 premières heures. Je savais que c'était un peu les 36 premières heures qui étaient les plus critiques, puisque c'est un moment de la course où on est très lucide, et donc on va être capable finalement d'aller en dessous de ces 4 heures. S'il n'y avait pas cette règle, j'aurais très certainement essayé de faire moins que 4 heures sur 36. Sur le reste de la course, c'est pas la même chose en général. Certains ont essayé. Certains aussi, mais ils ont reçu 2 SMS, ils se sont arrêtés. Et donc du coup, l'idée c'était d'en tirer parti le plus possible, et de profiter de ces 4 heures de temps de pause pour y mettre le plus de sommeil possible. Donc l'objectif, ça a été de mettre 3 heures de sommeil, 2 cycles de sommeil, et d'utiliser le reste sur 1 heure de pause. Donc sur la première partie, effectivement, je vais faire très peu de temps de pause. Je sais plus combien exactement, mais je vais avoir même à Lille, j'étais à 10 minutes ou 15 minutes en ressortant de la base. C'est ça. Et c'est 210 km, je crois, 205 km à Lille. Ouais. Et effectivement, tu es à moins de 10 minutes d'arrêt. C'est ça, et en fait, à la fin, j'ai réservé un hôtel qui était du coup le plus tard possible pour arriver. En fait, ma période de 36 heures, il fallait que je m'arrête absolument entre 2h et 6h du matin. C'est ça. Et donc, l'objectif, ça aurait été de rentrer dans un hôtel à 2h du matin pour en ressortir à 6h et me lever à la bonne heure. Au final, on a été plus rapide que prévu. Et donc je suis resté sur l'hôtel que j'avais visé, et donc du coup je suis arrivé à 22h,
et j'ai pu repartir de cet hôtel à 2h. Donc dedans, finalement, j'ai consommé plus que 4 heures de pause, mais ça a été pour se doucher, aussi manger, et voilà, essayer de reprendre un peu des mécanismes de routine finalement que l'on a aussi dans la vie de tous les jours et qui font du bien et qui viennent aussi un peu apaiser le corps et l'esprit pendant une course. Et est-ce que ta stratégie sur les jours à venir, parce qu'on sait généralement quand on se lance dans une épreuve d'ultra, il y a le plan A, hein, ce qu'on a imaginé, et puis il y a les plans qu'on doit trouver en cours de route parce que ça se passe parfois pas comme on l'avait imaginé. Donc toi, est-ce que tu as respecté ta stratégie du Touquet à Mandelieu, ou est-ce que tu as eu il s'est passé des choses où tu as dû t'adapter? Alors, j'ai beaucoup improvisé finalement parce que j'avais pas verrouillé une stratégie si précisément. J'avais fait la première nuit, puis ensuite j'ai essayé de calculer mes temps de passage. Et très sincèrement, j'étais incapable. C'est très très dur de savoir à quelle vitesse j'allais être, comment j'allais me sentir dans les Alpes, dans les cols et ainsi de suite, combien de watts je suis capable de créer dans une montée de col. J'étais pas capable. Donc ça a été beaucoup d'improvisation. Et en fait, la chose qui est assez intéressante, je pense, c'est que j'ai décidé de diviser par 2 le temps de sommeil, parce que je me suis rendu compte que dans tous les cas, je consommais pas mal de temps de pause pendant la journée. Et donc pour éviter de trop dépasser les 4 heures, j'ai fait des cycles d'1h30, mais que j'ai placé en fin de nuit, et donc c'est-à-dire voilà, pour me lever et repartir vers 8h, 8h30. Ce qui pourrait correspondre à un cycle normal en fait, hein. C'est ce que je t'ai entendu discuter avec des personnes à l'arrivée, c'est que tu expliquais que tu avais programmé effectivement tes arrêts pour avoir un réveil sur une journée, on va dire, classique, que ton corps pense quelque part, ou ton esprit pense que c'est une journée normale. C'est se tromper un peu, le cerveau, et ça a bien marché. Alors il y a eu un coup à ça. Il a fallu que je me réveille de la deuxième nuit à 2h du matin et que j'aille jusqu'à Chambéry à 6h du matin le lendemain. Donc là j'ai dû lutter pour pas m'endormir. L'arrivée sur Chambéry a été très compliquée. Mais par la suite, effectivement, ça m'a mis dans un rythme où chaque matin, je redémarrais un peu comme si c'était une nouvelle journée. Et ça, je l'ai vraiment senti comme ça. Et donc toute la journée, j'étais très en forme, j'avais une bonne base. Et après, la nuit, il fallait lutter sur les heures un peu plus tardives pour aller chercher le prochain point. Et ma stratégie, c'était aussi d'être à l'intérieur, de ne pas dormir à l'extérieur, pour avoir un sommeil plus qualitatif. Et je prenais aussi le luxe, entre guillemets, de me doucher. Donc ce qui demande d'enlever ses équipements, de les remettre. Donc ça fait perdre quand même pas mal de temps, mais voilà, c'est intéressant. Ça fait perdre du temps à l'instant T, mais dans la durée, je ne suis pas certain, puisque j'ai un exemple. Tu nous parleras d'ailleurs du fait que vous vous êtes croisé plusieurs fois avec ce concurrent, ce participant anglais, qui a, dès les premières pentes, là par contre, a payé les efforts qu'il avait fournis pour te tenir, on va dire, pour essayer de te garder à distance. J'ai une question avant, est-ce que tu es data, Victor? Est-ce que tu parlais des watts tout à l'heure, mais est-ce que sur ton compteur, tu as constamment le nez sur les watts, ou est-ce qu'au bout d'un moment, tu lâches prise et tu pédales aux sensations? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où je vais pédaler en mode contemplation, donc finalement à la sensation, mais je ne suis même pas concentré forcément, c'est simplement je perpétue un rythme et je voyage. Mais après, il y a des moments où je vais me concentrer, et à ces moments-là, j'ai des courbes. J'ai la courbe de mon cœur, j'ai la courbe des watts, j'ai la courbe de vitesse, et j'ai aussi le nombre de RPM. Et voilà, je suis très data finalement dans ces moments-là, et chaque heure en fait j'ai un compte rendu, j'ai mes moyennes en fait sur une heure de toutes ces données-là, et ça me permet en fait de lire comment j'ai été ces dernières heures. Est-ce que là je suis en train de m'endormir, si je vois que ça fait 3 heures que je produis 100 watts, mon cœur il a 100 BPM, ça me permet de moi me dire là en fait ça sert à rien de continuer à ce rythme-là, je perds du temps, autant s'arrêter, se reposer. Alors là, tu vois, quand tu expliques ça, j'ai une pensée pour tous les participants que j'ai croisés le long de la route pour venir à Mandelieu, mais qui m'ont dit mais c'est qui ce gars en fait? Comment c'est possible? Là, je pense que tu as donné toutes les réponses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard dans la performance de Victor Bouscavet. Il n'y a aucun hasard. Tout est anticipé, prévu, calculé. Je connais aucun participant qui fait ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire avoir un rapport chaque heure sur les datas qu'il produit. Et franchement, je pense que ça risque, la performance que tu viens de réaliser aujourd'hui, le témoignage que tu viens de faire à l'instant, je pense que va changer, très clairement, hein, je pèse mes mots, va certainement énormément changer le cyclisme ultra-distance dans l'avenir, parce que toutes les personnes qui écoutent, qu'ils veuillent se lancer ou qu'ils aient de l'expérience, ne font pas ça, ou n'ont pas l'idée de le faire, on va dire. Donc déjà, franchement, je pense que tu vas avoir un impact très très important sur la discipline qui nous passionne tous les deux, donc bravo pour ça. Et puis, ta bagarre, je ne sais pas comment on peut dire, avec le concurrent anglais, qui a duré jusqu'à la Croix de Fer, où vous étiez entre deux minutes, je crois, la première base de vie,
moins d'1 heure, la deuxième base de vie. Enfin bref, il y avait vraiment une bataille où vous croisiez en fonction des pauses et des arrêts. Et puis les premières pentes arrivant, là on a vu qu'il a reculé. Alors lui par exemple, tu vois, sur les premières bases de vie, ne s'est pas arrêté. Nous on t'a vu, tu t'es arrêté, tu t'es douché, tu as pris tes drop bags, tu as pris ce que tu avais à faire, tu as refait des drop bags. Lui s'arrêtait 3 fois moins de temps que toi, se douchait pas, mangeait quasiment pas et repartait très vite. Alors toi, sur le vélo, est-ce que tu produisais ton effort en fonction de lui ou est-ce que tu restais sur ta stratégie? Parce que je pense que tu le sais, en ultra-distance, la clé, c'est le combat, c'est contre toi-même, en fait. C'est pas forcément contre l'adversaire, mais quand on est en tête d'une épreuve comme celle-ci et que le concurrent anglais est 2 minutes devant ou 2 minutes derrière, ça peut parfois changer la donne et griser. On peut se laisser emporter par les émotions. Comment tu as vécu, toi, ces moments-là qui t'ont mené du Touquet jusqu'à la Croix de Fer où c'était la bataille? Justement, je pense qu'au début, je m'élance quand même assez rapidement sur la course. C'est vrai qu'il y avait quand même un très gros rythme et c'était très motivant, je pense aussi, d'essayer d'aller chercher la tête de course. Et ensuite, une fois que je suis, entre guillemets, installé, l'idée c'est de maintenir le rythme et de dépenser de l'énergie tant que j'en ai. C'est-à-dire si j'ai une capacité, si j'ai un peu de stock, je vais l'utiliser. Et parce qu'au début j'avais la concentration pour le faire. Et finalement je regardais pas tant cet Anglais à tout moment. Mon objectif c'était pas de passer devant lui. Moi j'étais très très bien en fait justement un peu derrière lui. Ça me permettait de conserver cette concentration. Ça a permis de l'avoir un peu plus longtemps. Et ensuite, il n'y a que pendant la nuit où j'ai changé de stratégie, où je suis allé dormir plus tard à Chambéry, où là j'ai commencé à regarder ça et à me demander quand j'allais me réveiller à Chambéry où est-ce qu'il allait être. Et effectivement, quand j'ai vu que je me suis réveillé avant son passage, j'étais agréablement surpris parce que dans la nuit j'avais été vraiment très très peu productif et avant que j'aille me coucher c'était déjà remis en route, donc ça je regardais à ce moment-là. Mais jusqu'à ce moment-là, j'étais pas très concentré sur son rythme. Et ensuite, je voyais bien effectivement dans les montées où on n'avait pas le même rythme et que je pouvais rattraper du temps. Et donc ça m'a permis aussi d'adapter un peu ma façon de rouler, quoi. Donc dans les montées, j'essayais de pédaler un peu plus fort que dans les autres portions. Donc j'ai aussi un peu adapté aussi ces moments-là. Puis des fois, dans ma tête, je me dis à ce moment-là, je vais défendre telle ou telle zone. C'est-à-dire, je vais essayer de rouler à un rythme où je sais que ça va être difficile d'aller bien plus vite. Ou en tout cas, sans faire une dépense d'énergie importante. C'est ça. Intéressant. Voilà. Très intéressant. Est-ce que tu connais l'écart qu'il y a entre toi et le dernier participant de Race Cross France au moment où on se parle? Non, pas du tout. Il y a plus de 1000 km. 1000 km. Aujourd'hui, là au moment où on se parle, alors pour les personnes qui écoutent, l'épisode a été enregistré hier, donc au moment de l'arrivée de Victor, et le dernier participant du 2500 km est à Megève actuellement. Donc est-ce que tu te rends compte de l'écart en fait et de ce que ces gens-là s'imaginent? Tu vois, quand on les croisait sur les bases de vie, ils nous disaient alors il est où Victor? Parce que les gens te suivent. Et on leur disait, en fait, là, nous, on va quitter Mulhouse parce qu'il va arriver à Mandelieu ce soir. Les gens avaient du mal à nous croire, tu vois. Ouais. Et la question, c'était souvent, mais en fait, c'est qui ce gars? Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de réponses à travers cet épisode et ça va permettre, je pense, de changer vraiment la vision de ce sport. Comment tu as préparé, Victor, cette Race Cross France? Je resitue le contexte. Moi, je suis Victor comme un passionné de cyclisme ultra-distance. J'ai entendu parler de Victor l'année passée, de son entrée fracassante dans la communauté du cyclisme ultra-distance. J'ai pris contact avec lui et je lui ai dit, en tant que fondateur, créateur, j'aime bien voir des jeunes passionnés sur mon épreuve. Et donc, j'ai gentiment contacté Victor en lui disant, écoute, moi j'ai créé Race Cross France il y a un peu plus de 5 ans. On va sur la 6e édition. Est-ce que tu souhaiterais, est-ce que ça te ferait plaisir de venir sur mon épreuve? Et puis, tu as pris le temps de réfléchir, pas forcément sur l'envie, mais sur la gestion de l'emploi du temps. Et puis c'est comme ça que tu t'es retrouvé au départ. Et ensuite, comment tu as préparé cette épreuve? Eh bien, c'est la 2e épreuve que je réalise cette année. Donc j'ai refait une seconde édition de Desertus Bicus en avril, le même format. Et donc du coup, depuis... Donc je me suis beaucoup préparé pour la Desertus au début. Ça a été vraiment ça mon premier objectif. Et il a fallu que je rattrape un retard, une préparation physique, parce que l'hiver a été assez compliqué. Et puis en fait, j'ai eu des grands changements dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que j'ai quitté mon emploi, j'ai quitté Paris. Et j'ai décidé depuis justement avril de me lancer à temps plein
dans la pratique du cyclisme et justement d'essayer de développer aussi une activité autour du design, de la communication dans ce domaine-là. Cyclisme ultra-distance ou Alors c'est vraiment compétition cyclisme assez général en fait, parce que comme je t'ai dit, l'itinérance c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc le bikepacking finalement c'est un peu un mot clé qui vient beaucoup m'intéresser et je pense que je prends autant de plaisir sur une épreuve d'ultra-distance qu'un voyage avec des amis où on va voyager, faire l'aventure, nous arriver des choses pas possibles, des péripéties et voilà, donc c'est vraiment autour de ces deux choses-là. C'est pas que uniquement la performance n'est pas le mot-clé que l'on peut me coller, c'est sûr. Est-ce que la compétition t'intéresse ? Pour quelqu'un qui a commencé à 25 ans, donc il y a 2 ans tu commences au vélo, on voit le physique que tu es capable de développer. Hein. Très clairement, tu n'aurais pas physiologiquement un petit plus par rapport aux autres. On ne serait pas autour de la table, très clairement. Est-ce que la compétition est quelque chose qui t'attire ou pas du tout ? Ouais, si, quand même. Si, je pense que y a toujours un peu cette ambivalence. Hein, non, mais très clairement. Il y a toujours les deux. Hein, mais en même temps, voilà, la compétition, c'est aussi pas mal de stress. Mais ça permet de sortir un peu de sa zone de confiance. Donc ça permet de grandir plus vite. Donc c'est assez intéressant. Moi, une race au Cross France... ouais, ça, c'est beaucoup de temps en amont, beaucoup d'énergie et tout. C'est beaucoup de stress, une grosse dépense. Mais en même temps, derrière, je grandis tellement. J'ai appris tellement de choses. Là, en une semaine, en ayant parcouru les kilomètres que j'ai parcourus dans ce temps, voilà, c'est phénoménal, quoi, l'expérience avec laquelle on en ressort. Donc, c'est les deux. Oui, la compétition m'attire, mais c'est vraiment pas que ça. Alors, tu sais, je discute avec des concurrents sur l'épreuve parce que je connais pas mal de personnes, de participants, et 45% des participants du 2500 km ont déjà participé à une race cross France, hein, notamment sur le 2005. Et notamment, j'ai une pensée pour Loïc Lepoutre, le dossard USS 39 de mémoire. Et le dernier échange que j'ai eu avec lui, il était dans la Croix de Fer et il me demandait où t'étais. Et je lui disais, écoute, il va pas tarder d'arriver, Loïc. Il me disait, mais le gamin a raté une carrière. Il est coach sportif, Loïc. Il me dit, le gamin a raté une carrière. C'est pour ça que je te pose ces questions sur la compète, sur tes envies, même si on sait qu'à 27 ans, aujourd'hui, quand tu vois qu'avant tu pouvais gagner un tour, tu passais professionnel à 25, 27, maintenant tu passes pro à 19, 20 ans, les premiers tours se gagnent à 21, on n'est pas du tout dans ce délire-là, mais je voulais juste avoir ton avis sur l'envie d'aller te challenger un petit peu, d'aller sur de la compète qui est encore un effort différent. C'est un effort différent, tu as l'endurance. Là, tu n'as plus rien à prouver, je pense, en 2 ans. Mais après, tu as les watts qui rentrent en compte, tu as l'intensité, c'est des choses différentes. Mais j'avais envie de t'entendre sur ça. Non, si, j'aimerais bien essayer. En fait. Bon, voilà, la discussion est ouverte. J'ai une pensée pour tous les clubs qui nous écoutent. Voilà, Victor, vous pouvez le contacter sur les réseaux sans aucun problème. Ensuite, j'aimerais t'entendre également, Victor, sur la RAF, tout simplement, parce que tu as fait d'autres épreuves. Je sais que tu suis d'autres épreuves, tu as des amis qui font aussi d'autres épreuves. Quelles sont tes impressions, tes émotions à travers cette Race Cross France qui parcourt 22 départements, 2500 km à travers la France ? Quelles émotions t'ont traversé pendant ces 5 jours, 13 heures ? Comment tu as vécu le départ, les bases de vie, l'arrivée, même si tu es arrivé avant tout le monde, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde ici, parce que même nous, on a traversé la France rapidement pour venir t'accueillir, donc toutes les installations ne sont pas encore déployées, elles le seront vendredi. Mais voilà, quelle est ta relation avec l'épreuve ? Quel est ton avis ? Moi, tu sais, je suis très très ouvert sur les feedbacks, sur les retours, mais voilà, quels sont les mots que tu pourrais poser sur cette 6e édition de Race Cross France que tu viens de remporter superbement? Déjà, en arrivant sur cette épreuve, moi je viens quand même avec en tête la notion que voilà, je vais réaliser une course assez emblématique. Une traversée de pays, c'est quand même quelque chose de spécial. C'est un format qui est quand même très séduisant dans son concept et voilà, on n'en a pas 36 entre guillemets. On ne pourrait pas avoir 36 Race Cross France. Et donc ensuite, en fait, ce qui est particulier avec cette édition, c'est qu'elle se déroule dans l'Est. Dans certaines communications, on voit cap à l'Est. Et ayant grandi dans l'Est, et en ce moment, comme je vous ai dit, je reviens en fait me baser dans l'Est. Alors je voyage énormément, mais quand même, c'est ici mon chez-moi. Et en fait, ça m'a permis de revisiter, redécouvrir et passer plusieurs jours dans mon chez-moi, au sens large. Et en fait, j'étais vraiment ravi de retrouver les Vosges, de retrouver le Jura, le Haut-Doubs, de retrouver les Alpes. Et ça a été des moments exceptionnels et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé. C'est-à-dire que voilà, se sentir chez soi,
rouler dans un environnement qui est familier, où les infrastructures, l'architecture, même la végétation, des sensations, même le type de revêtement encore, on peut y revenir, mais c'est vrai que en fait, dans toutes les régions, il y a un peu des revêtements particuliers qui sont propres à même dans chacun. d'autres pays, tu as des particularités, des revêtements particuliers qui te marquent. Exactement, ouais. Dans les Alpes, on ne retrouve pas les mêmes types de routes que dans le Jura. Dans le Jura, les petites routes en sens unique, toutes fines, au milieu des sapins, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, pour moi, en fait, ça a été incroyable, quoi, parce que ça a été. Je savais que ça allait être une sorte de voyage initiatique, on a vu beaucoup d'émotions. Alors, on a vu. C'est vrai que là, on est en audio, donc même si Karian nous a posé quelques caméras pour qu'on puisse vous partager ce que notre discussion, mais au moment de l'arrivée, on a vu beaucoup d'émotions quand tu as évoqué, notamment effectivement le Jura, les Vosges, ta région. Il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là, puis en plus la fatigue, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Même là, on le voit, là, tu ne pourras pas se capter. Donc c'est vrai que, est-ce que l'ultra nous rend nous, cyclistes ultra-distance, est-ce que c'est la fatigue qui nous procure autant d'émotions? Ouais, on a tous pleuré, je te dis. On a tous pleuré sur notre vélo en tant qu'ultra. C'est clair. Non, bah oui, en fait, je pense qu'on se fait vivre des choses très intenses. L'ultra, c'est l'itinérance, donc l'itinérance dans les émotions, dans les paysages, mais il y a un rythme et une intensité qui est particulière dans l'ultra. Et c'est vrai que quand on y mélange les facteurs de fatigue, de pression, d'excitement et ainsi de suite, on va vivre des choses qui sont plus intenses, des aventures où il y a un peu plus de piment en fait, si on peut dire. Et donc c'est en ça aussi, je pense que si j'avais fait un bikepacking dans le Jura, j'aurais adoré, ça aurait été tout aussi joli, j'aurais vécu des super choses. Mais c'est vrai que là, ça m'a permis de reconnecter avec ces lieux d'une façon très différente et très forte. Est-ce qu'à un moment donné, Victor, tu as eu en tête le record d'Omar Di Felice ou pas du tout? Alors pas du tout, très sincèrement pas du tout, d'autant plus que les parcours sont quand même assez différents. Totalement. Mais en termes de temps, on peut toujours se dire, voilà. Et j'en ai entendu parler du coup sur la fin du parcours. Oui, parce qu'encore hier au soir, c'était possible. Ça aurait été possible. Ouais. Et c'est vrai que, alors je sais, est-ce que ça aurait changé quelque chose que je le sache avant? Est-ce que j'aurais essayé de me gérer un peu plus? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a été quand même un bel objectif. Mais je pense que sur la fin du parcours, j'avais quand même accumulé beaucoup de fatigue. J'ai quand même fait des choix stratégiques à certains moments donnés qui ont fait que je n'avais pas non plus beaucoup d'énergie restante. Et puis il y avait aussi la chaleur la chaleur et le soleil qui ont fait quand même un peu de dégâts malgré le fait que je roule en long et que j'essaie de me protéger le plus possible. Je pense que les gens ont vu ça sur les vidéos effectivement. Mais c'est très intelligent, c'est ce qu'il faut faire par grosse chaleur comme ça. En fait, c'est pas compliqué le fait de rouler en long et le soleil ne réverbère pas sur la peau en fait et donc ne va pas venir chauffer votre corps et donc de le protéger du soleil, faire en sorte que les rayons du soleil ne tapent pas sur la peau, votre corps va rester en température. Donc pour avoir moins chaud, il faut s'habiller. C'est paradoxal. Mais c'est un très bon réflexe que tu as eu. Et puis, quelles ont été les émotions qui t'ont traversé dans la dernière descente, les 7 derniers kilomètres? Quand tu arrives en haut, tu surplombes Mandelieu, tu vois la mer, la ville de Mandelieu, tu sais que c'est fait. Et c'est la particularité dans l'ultra-distance, hein, si un jour tu découvres la compétition, et je te le souhaite, tu gagnes une épreuve, tu as cette émotion qui jaillit, la ligne d'arrivée franchie, c'est très instantané, tu vois. Alors que dans l'ultra, tu sais que c'est fait quelques kilomètres. Alors là, on est sur 5 jours, il n'y a peut-être pas 2 jours que tu l'as compris, mais il y a peut-être hier après-midi, cette nuit, il y a 5, 6 heures, 10 heures. En tout cas, les émotions arrivent généralement avant. Comment ça s'est passé pour toi ? Oui, il y a eu plusieurs moments avant. Il y a aussi des moments où finalement j'avais presque autant de bonheur à m'imaginer justement aussi la réalisation de cet exploit en avance avant que ce soit fait, quand le destin était encore complètement ouvert. Et c'est des moments aussi qui m'ont rendu super heureux à plein de moments où je m'imaginais un peu arriver comme ça dans ces conditions-là. Et puis quand ça arrive, c'est drôle, je pense que c'est beaucoup de sérénité finalement. C'est à des moments où je me sens beaucoup en paix parce qu'avant une épreuve, il y a quand même beaucoup de préparation, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et ça peut être associé aussi à un peu de stress. Et en fait, tu restes dans le pendant, dans le moment présent, mais en même temps, tu es dans le moment le plus qualitatif du moment présent. Parce que tu as quand même un peu plus de passé dedans. Est-ce que tu as connu, ce que tu décris me fait penser à l'état de flow un petit peu. Est-ce que tu as connu cet effet de sinusoïde, moment d'euphorie,
les moments très compliqués où tu es effondré sur ton vélo comme si on débranchait la prise. Est-ce que tu as connu cette sinusoïde-là ou tu as toujours été dans la maîtrise de ça, justement ? Sur cette épreuve, non, j'ai eu quand même beaucoup de passages de fatigue, et notamment dans les derniers kilomètres où j'ai quand même une avance très confortable. Et donc, sauf incident, c'est vrai qu'il était fort probable que j'arrive en première position. À ce moment-là, j'ai encore eu des moments très difficiles. Parce que j'avais eu chaud, j'étais très fatigué, il y avait des moments où je ne suis pas productif et que j'ai vraiment beaucoup de mal à avancer. Et donc, dans ces moments-là, ça a été difficile jusqu'au bout. Et ce n'est pas parce que je suis très bien placé que c'est toujours tout feu joie. Enfin, voilà. En tout cas, on a suivi un petit peu ta communication et la communication sur comment gagner du temps pour se ravitailler au McDo. Franchement, nous a beaucoup fait rire. J'invite les personnes à se connecter à ton compte Insta et à aller voir les stories. Mais pour le coup, quand je vous dis au tout début que chez Victor, il n'y a pas de hasard, tout est calculé, anticipé, réfléchi, là, avoir l'idée de commander... t'as commandé sur le net en fait, c'est ça? En fait, alors c'était pas McDonald's, hein, c'était un restaurant de burgers. Voilà, c'est ça. En fait, j'arrive proche de Pontarlier et en fait, c'est drôle parce que d'ailleurs, on parlait tout à l'heure un peu de mon expérience sur la RAF, mais en fait, à la base de vie de Mulhouse, c'était tellement génial que je suis ressorti, j'étais un peu sur un nuage. J'ai passé plusieurs heures sur mon vélo à être super heureux, super content. En même temps, une pensée pour Pascal, franchement, la base de vie du CCK est hors du temps en fait, il n'y a même pas de mots. C'est exceptionnel. Je pense qu'on n'a jamais connu une base de vie comme celle-ci et on aura probablement du mal, si ce n'est à transporter le CCK ailleurs, à avoir une base de vie aussi qualitative. Mais je peux comprendre le moment d'euphorie. En même temps, quand on voit la qualité des plats qui ont été servis et la richesse calorique, franchement, on peut comprendre que derrière, c'est plein gaz pendant quelques heures. Exactement, puis j'ai pu repartir avec des choses dans les poches, donc du coup, ça a été super aidant. Mais donc, je me retrouve en fin de journée et en fait, j'avais complètement oublié de regarder ma stratégie ravitaillement ou sommeil, où est-ce que j'allais dormir et ainsi de suite. Et en fait, j'étais à ce moment-là, je commençais à rentrer dans le Doubs, dans le Jura, et en fait, j'arrive sur Pontarlier en fin de journée. Et il y a un supermarché qui est ouvert jusqu'à 22h, mais le reste était fermé. Et en fait, j'ai réussi à appeler après plusieurs pizzerias, j'ai appelé un restaurant qui faisait des burgers. Ils ont dit pas de souci, et donc j'ai commandé 2 burgers. Et en fait, à ce moment-là, il y avait Marc. Et qui était dans le coin, donc le fameux anglais, voilà. Et en fait, j'étais passé devant lui dans l'après-midi. Et lui est à la terrasse et il t'a vu arriver, récupérer le pick-up et repartir. Ah oui, c'est vrai. Non, je sais pas, ça aurait été drôle. non, je pense que je suis rentré à Pontarlier avant. Mais donc en fait, j'ai appelé à 20 minutes de Pontarlier, ils ont dit pas de souci. Et puis je suis arrivé là-bas, je suis allé au supermarché, j'ai fait mes courses en 4 minutes. 4 minutes, j'ai tout mis dans un sac à dos. Je suis reparti directement au burger. Au burger, je suis rentré, il y avait déjà le sac. J'ai payé. Je suis reparti, ça a duré 2 minutes. Et ensuite, je suis allé récupérer la trace à l'endroit où je l'avais quitté. En tout et pour tout, je pense que j'ai passé moins de 10 minutes à me ravitailler. Et ensuite, du coup, j'ai accroché le sac. J'avais mon sac à dos sur la route. Et puis, j'ai continué sur les routes du Jura. Et en fait, dès qu'il y avait des faux plats descendants, je commençais à manger. J'ai placé mes frites dans un petit pot en fait, que je me suis placé à côté des prolongateurs pour pouvoir poser de la nourriture ou des équipements. Et en fait, ça m'a fait super rire. Donc, j'ai fait une vidéo sur le coup pour illustrer un peu ça, quoi. Alors, le pot est un pot de fleurs, en fait, hein, que ton ami s'est pressé de remplir d'un joli bouquet à ton arrivée. Exactement. C'était assez drôle. Donc en tout cas, voilà, je voulais que tu nous parles de cette anecdote parce que je trouve que en fait, tu es un participant rafraîchissant dans le monde de l'ultra-distance. Ça fait vraiment du bien et ça fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Donc voilà, c'est très très intéressant. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Victor, aux femmes et aux hommes qui sont encore sur la route, puisque le podcast va être diffusé moins de 24 heures après ta victoire? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, hommes et femmes, qui sont sur la route, que tu as doublé en partant de Tuquet en leur disant bonjour, à bientôt. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quel message tu as envie de leur faire passer aujourd'hui? De profiter, de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de traverser à l'instant, pas de regarder le nombre de kilomètres qu'ils ont à faire ou même qu'ils ont déjà fait, sauf si ça peut aider. Je pense que c'est toujours intéressant si ça vient donner une motivation, mais si c'est pour créer des attentes et un décalage du coup entre ces attentes et la réalité, mieux vaut pas y penser. Et en même temps, le conseil de profiter quand tu es un peu fatigué, que ça fait plusieurs jours que c'est un peu galère, il fait chaud, c'est un peu difficile à entendre. Mais on a un concurrent, excuse-moi, je te coupe, mais juste pour dire, tu parles de quand on est fatigué, qu'on dit qu'il faut profiter, c'est difficile. On a un concurrent cette nuit
Je te laisserai reprendre là où je t'ai coupé. On a un concurrent cette nuit qui nous appelle à 2h30 du matin. D'ailleurs, je te ferai visiter le PC, le poste de gestion opérationnelle. Après, ça peut être intéressant que tu découvres ce qu'il y a derrière les GPS. Et donc, 2h30 du matin, ce concurrent nous appelle en disant « Elle est où la prochaine base de vie ?» Donc déjà, tu vois, il était pressé d'arriver. « Elle est où la prochaine base de vie ? C'est encore loin. » Donc, on regarde sa position et on lui dit en fait, il reste 15 km. Et par expérience, je sais que quand tu es au fond du seau, 15 km, c'est très loin. C'est très, très loin. Et le coureur, le participant nous dit « Ah ouais, mais non, là, c'est trop loin en fait. Je peux pas, je pourrais pas aller à 15 km. Donc on lui dit écoute, repose-toi, prends ta couverture de survie ou ton sac de couchage et repose-toi. Et puis à ce moment-là, il y a eu d'autres appels. Et puis à un moment donné, donc tu sais, quand on a un appel comme ça, on se met des alertes pour vérifier que le coureur est reparti ou en tout cas qu'il est en sécurité. Et puis 1h15 après, on s'était mis une alerte puisqu'on avait validé ça avec lui. On voit qu'il n'a toujours pas bougé. Et donc on prend la décision d'envoyer quelqu'un sur la base de vie la plus proche, donc 15 km plus loin, pour aller voir ce coureur. Eh bien écoute, figure-toi qu'on est arrivé sur site, que le coureur était en hypothermie, et il n'était qu'à 15 km de la base de vie. Donc pour les personnes qui nous écoutent, après 2000 km, 15 km, c'est très très loin. Et donc je peux comprendre ce que tu dis en disant profitez. J'ai une pensée au moment où tu dis ça, de gens qui t'écoutent, qui doivent probablement être encore à 800 km d'ici. Et il faut réussir à resetter son cerveau. Et c'est super difficile dans les moments compliqués. C'est rare d'avoir la force mentale de resetter son cerveau. Et c'est pourtant nécessaire. Voilà. C'était la petite parenthèse que je voulais ajouter, que quelquefois, on a beau se dire essayer de profiter, mais quand on est dans la difficulté, c'est compliqué. Ouais, complètement. Ouais, et aussi, micro-parenthèse, mais comment dire, pendant toute la course, la majeure partie, je ne regarde pas les kilomètres qui me restent à faire ou ceux que j'ai parcourus, notamment parce que je découpe mes activités par jour. Et comment dire, à la fin, par contre, je regarde, il me reste 230-250 km. Et là, ça a été difficile parce que les kilomètres, ils descendent ça va beaucoup moins vite. Et là, j'étais plus dans l'attente et justement, j'étais moins dans l'instant présent. Et du coup, j'ai eu des moments plus difficiles sur cette fin-là. Mais du coup, pour conclure un peu le conseil, c'est de toujours garder en tête que chaque période dans un ultra va changer. C'est-à-dire une période de joie a un début et une fin. Une période de difficulté intense a un début et une fin. Rien n'est jamais définitif. Rien n'est jamais définitif. Et en fait, il y a des moments où on se dit là, je suis plus du tout capable. Je suis à plat, c'est plus possible. Et en fait, 4 heures après, peut-être que ça va beaucoup mieux. En fait. Et on a des moments de joie intenses. C'est souvent ce que je dis aux cyclistes ultra-distance qui sont au bord de l'abandon. Parce que si tu savais le nombre d'abandons que je refuse des abandons. Parce que je connais la discipline et j'arrive à détecter en fonction de la personne quand elle m'appelle si c'est vraiment un problème et auquel cas c'est mieux pour elle effectivement qu'elle arrête ou c'est juste qu'elle arrête pour se libérer de cette pression mentale de supporter la difficulté, le fait de pédaler. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent dans les briefings et dans les meetings, c'est que qu'est-ce qui fait abandonner un cycliste ultra-distance ? Ouais, je t'ai entendu dire ça et en fait ta réponse est très intéressante en fait. C'est justement le décalage entre l'objectif que ce cycliste va s'être fixé et la réalité, ce qu'il est capable de faire. Exactement. Et comment ça se passe. Et je t'ai entendu là-dessus juste avant l'épreuve de la Race Cross France et ça m'a c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi et je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi utilisé. Effectivement, je pense que beaucoup, on le voit en plus, vous êtes partis en boulette canon, très clairement, vous êtes partis super vite, et il y a des personnes qui se sont mis dans un niveau, qui se sont mis dans un rythme qui n'était pas le leur, et au bout d'un moment en ultra, tu sais ce que c'est ? Tu le payes. Tu peux pas faire 6 jours au-dessus de ton régime, c'est pas possible. Donc ils sont partis, ces nombreux cyclistes au-dessus, hommes et femmes, puisqu'on a eu, je peux pas tout révéler au micro, mais il y a des personnes qui, quand elles sont au-dessus de leur rythme habituel, disjonctent. Très clairement. Et on a eu un participant, moi je le dis en toute transparence, qu'on a dû encadrer mentalement, parce que la personne était en train de disjoncter littéralement. Alors il y a cette règle de sommeil qui nous a permis de vérifier qu'effectivement, elle avait tiré un petit peu plus sur son sommeil, plus que d'habitude, d'où le fait de disjoncter, mais ouvertement au poste de gestion opérationnelle. Donc c'est très important et j'invite les personnes qui nous écoutent et qui pensent au moment où elles entendent cet épisode. Elles sont sur Race Cross France, elles sont à 200, 300, 500 km et elles se disent « j'y arriverai pas, je vais pas y arriver ». Eh bien, on s'arrête 4 heures, 5 heures, on va manger correctement, on fait une sieste au pied d'un arbre
Et le trophée finisher sera bientôt exposé au bureau, dans le salon, dans une chambre, voilà. Et ça voilà, c'était important que je puisse échanger avec toi sur ça. Quelle est ta vision ? On arrive sur la fin de l'épisode, après je sais que tu es peut-être fatigué et tu veux peut-être te reposer. Quelle est ta vision sur le cyclisme ultra-distance ? Toi qui as fait déjà plusieurs épreuves, qui a découvert et qui connaît la communauté, quelle est ta vision sur cette discipline ? C'est une bonne question. Ce que j'aime beaucoup dans le cyclisme de longue distance, c'est un peu cette notion de famille qu'on a. C'est une communauté qui est assez soudée, donc c'est un peu le genre de choses que je viens rechercher. C'est de retrouver plein de personnes qui sont un peu animées par des passions similaires ou un cadre de passion similaire. Et donc retrouver cette communauté, avoir des moments pour se connecter, passer des moments ensemble, ça c'est des choses qui sont archi essentielles pour moi. Après je comprends peut-être pas le sens de ta question sur la vision. Non, la vision tu penses que cette discipline, parce qu'aujourd'hui elle est en train de se démocratiser énormément, que ce soit sur Race Cross France, mais aussi dans d'autres épreuves de la Desertus notamment que tu as fait, ils ont bondi x2 ou x3 en participant. Race Cross France en 5 ans, on était 42 il y a 5 ans, là on est 850, donc voilà, il y a une explosion du nombre de participants. C'est avec ton regard, et on le sent, je pense que les auditeurs l'entendent également, tu es bien câblé, enfin, je veux dire, tu es quelqu'un d'intelligent. C'est quoi, toi, quand tu vois les différentes épreuves, tu as participé à différentes épreuves, quand tu vois cette discipline, tu as beaucoup voyagé, donc tu as forcément une ouverture d'esprit. Comment tu penses que cette discipline va évoluer ? Ou alors, la question que je pourrais te poser, c'est comment toi, tu souhaiterais l'impacter ? C'est une bonne question. Je pense que j'ai pas de réponse sur ma volonté personnelle. Après, on observe pas mal un peu deux types d'épreuves. On va avoir des épreuves qui de plus en plus se veulent un peu plus démocratiques, qui se veulent plus ouvertes aux débutants, pour essayer de ramener peut-être plus de personnes dans la pratique, mais en fait permettre de fixer chacun une limite. En fait, moi, il y a quelques années, 160 km, c'était inouï de pouvoir accomplir 160 km d'une traite. Et donc en fait je trouve qu'il y a de plus en plus d'épreuves qui vont s'adresser du coup les premières petites marches entre guillemets, et moi je trouve ça super intéressant et super cool, et surtout là on retrouve beaucoup cette notion de communauté, d'événements, de se retrouver autour de moments un peu plus conviviaux, chaleureux, dans des ambiances comme ça. Et après on va avoir les compétitions un peu plus les compétitions emblématiques où il va y avoir la performance, il va y avoir la compétition, il va y avoir des personnes à renommer qui seront là, et dans ces épreuves là on va avoir des épreuves qui seront très typées sur la difficulté d'un parcours, d'autres qui vont être sur un environnement très difficile, je pense à l'Atlas Mountain Race ou des choses comme ça. Et donc ça moi je trouve ça super intéressant qu'on ait un peu de tout et que l'on puisse participer à tout. Moi je sais que ça m'intéresse autant de participer à des épreuves qui sont sur cette corde conviviale et découverte, et puis pouvoir partager des moments avec des moments de tout niveau, et en même temps aller après m'aligner sur des courses où il va y avoir plus de challengers et puis un défi de dépassement et ainsi de suite. Très intéressant d'avoir ton avis sur ça. Que penses-tu de la stratégie de la règle repos que l'on a mis en place, qui impose aux participants de s'arrêter 4 heures par tranche de 36 heures? On a lancé ça en début d'année parce qu'on travaille avec Rémi Urdiel, avec qui tu as échangé, qui est un grand spécialiste du sommeil. On a travaillé sur une trentaine de scénarios, et on a tranché que pour débuter cette épreuve, peut-être que ça évoluera l'année prochaine. L'année prochaine, peut-être que ça sera un nombre d'heures ou une durée qui sera différent. Mais comment toi, tu l'as appliqué ? Comment tu t'es adapté à ça ? Alors je l'ai appliqué en voulant la rentabiliser. Au début je l'ai plutôt vu comme une contrainte de par ma capacité à gérer la privation de sommeil, et donc au début surtout dans les 36 premières heures, comme j'ai dit, c'était plutôt compliqué de se dire il va falloir s'arrêter avant 2h du matin à tel moment, et ça c'est très contraignant, et c'est plutôt difficile à gérer pour quelqu'un qui roule de ma manière. Comment dire, après en fait on peut tirer parti de cette règle, et finalement elle m'a beaucoup servi par la suite du parcours, et ça m'a en fait aidé à m'installer dans une bonne routine que je pense que je n'aurais pas trouvée si j'avais pas eu cette règle. Et ça se trouve je n'aurais pas du tout fait le même temps sans cette règle de repos, ne me connaissant pas sur ce genre de distance, et ça se trouve je me serais pas géré correctement. Donc c'est pour ça cette règle elle est intéressante, elle est contraignante dans certaines de ses modalités, mais en même temps elle est intéressante. Alors après il faut faire gaffe, ça peut être à double tranchant. À la fois ça peut imposer de s'arrêter 4 heures à des personnes qui auraient voulu faire moins, et en même temps il y a des personnes qui auraient fait plus mais qui vont essayer de tout faire rentrer dans 4 heures, et
qui du coup vont dépasser des limites qu'ils n'auraient pas dépassées si il n'y avait pas eu cette règle. Donc je pense que cette règle, elle est, de toute façon c'est super intéressant de la lancer déjà. C'est ça le premier truc, je pense, que tu fais ici, c'est tu poses le sujet, tu lances, tu fais une expérimentation. Je suis convaincu que c'est le futur, Là-dessus, j'ai pas de doute. Mais les modalités du coup vont être très intéressantes. Ça va évoluer en fonction des résultats. Rémi, vous étiez très nombreux, il y a plusieurs dizaines de participants sur les différentes disciplines, notamment 2005 et 1000, qui sont équipés et qui font régulièrement des retours avec des questions qui sont envoyées par SMS. Ça nous permet de voir l'état, on va dire, l'état physique, psychologique et de fatigue du participant. Et comme ça, Rémi tirera des analyses de tout ça. Donc ça, c'est très intéressant. Je suis convaincu que c'est c'est dans, en tout cas, ma vision des Race Cross Series et de Race Cross France notamment, qui est l'événement phare pour nous. Je ne me vois pas revenir en arrière, tout comme le poste de gestion opérationnelle, où au moment où on se parle, on est à 5 jours et quelques heures de l'événement, on a déjà eu plus de 220 appels, 220 échanges avec les participants. Ça, c'est pareil, je ne ferai jamais machine arrière sur ça. Donc voilà. C'est super intéressant, mais en fait c'est un sujet énorme parce que aussi dans l'ultra il y a un peu aussi cet aspect pionnier et je sais que certains vont pas du tout apprécier cette règle parce que en fait l'ultra c'est aussi un sport d'extrême, il faut être un peu fou entre guillemets et c'est réservé pour une poignée, mais en même temps on voit que c'est un sport qui se démocratise et donc du coup où est-ce qu'on va placer le curseur de folie en fait? Est-ce qu'on va toujours aller faire des exploits un peu plus fous et du coup à la fin ça va devenir peut-être insensé, ou est-ce qu'on va cadrer avec des règles mais du coup on va perdre un peu cette notion de pionnier qu'on avait dans cette pratique. Et ça, c'est un débat qui, je pense, ne doit jamais être fermé, qui est super intéressant. Ouvert, et en même temps, tant mieux, parce qu'il y a une grande variété d'épreuves qui existent. Il y en a avec des règles, il y en a avec pas du tout de règles, plus ou moins cadrées, plus ou moins ouvertes. Et en fait, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Ouais, et donc, c'est super intéressant. Chaque participant, effectivement, va sur l'épreuve sur laquelle... il estime sur lequel ça colle à ses valeurs, à sa vision, à l'ambiance également. Ça fonctionne généralement aussi comme ça en fonction des parcours aussi. Mais voilà, je voulais juste avoir ton avis sur la stratégie des 4 heures sur lequel tu as très très bien joué. Tu t'es parfaitement adapté. Même si on est toujours en 2023, Victor, qu'est-ce que tu as en tête en fin d'année, en 2024 ? Quels sont les plans à venir pour Victor ? Alors, donc, je vais forcément participer à d'autres épreuves de longue distance. Je n'ai pas forcément encore verrouillé d'agenda bien particulier, notamment parce que en fait, je suis en train de travailler à développer de nouveaux partenariats avec des marques. Et donc, je laisse aussi une partie de mon agenda libre pour pouvoir me greffer en fait, sur des projets qui puissent être existants. Et ensuite, en fait, d'ici à 2024, je vais forcément lancer une expédition qui va me faire voyager, me faire probablement retourner dans l'Himalaya. Et donc je suis en train de construire des projets de cette envergure-là pour le début d'année prochaine. Et voilà, d'ici là, je participerai à des événements, je ferai des voyages, différents formats qui me permettront de grandir dans cette communauté et puis dans ce projet. Bon, en tout cas, je pense que pour beaucoup, tu es devenu le phare qui va illuminer leurs objectifs, parce qu'avec le niveau de performance, la fraîcheur que tu as dans la discipline, un grand bravo à toi. Est-ce que Race Cross France 2024 est quelque chose qui peut se positionner dans ton agenda ou pas ? Je sais pas, il faut voir. L'expérience de refaire 2 fois la même course, c'est une expérience assez difficile. Ouais. Pour l'avoir fait sur la Desertus Bicus, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Après, il y a la Race Cross Switzerland qui est juste à côté, pareil, de la région où j'ai grandi, qui me fait des yeux. Et là, c'est vrai qu'elle démarre dans quelques jours. Et ça fait un peu trop rapproché, sinon ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. On saura s'adapter l'année prochaine. je te pose cette question puisqu'on va la semaine prochaine, au moment où on se parle la semaine prochaine, on va déjà annoncer les dates de 2024. D'accord. On annoncera probablement également dans la même semaine là où va se situer le départ, là où va se situer l'arrivée. Enfin, quand je dis le départ, c'est même les départs des 4 différentes distances. Et comme on l'a fait cette année où on a changé les parcours, ça c'est quelque chose qu'on a acté dans notre organisation, c'est que désormais chaque année, on ira découvrir, dans la mesure du possible bien évidemment, puisque c'est un travail énorme de déclaration en préfecture, quand on passe dans plus de 22 départements, on aura de belles surprises qui vont être annoncées la semaine prochaine, les dates, mais aussi les villes de départ. Donc ça sera en tout cas avec grand plaisir de t'avoir au départ d'une des distances. Pourquoi pas faire le 300 en duo pour partager ton expérience.
Je pense à Sébastien Saint-Jalm notamment, qui a fait 3 fois Race Cross France et qui cette année le partage avec un coéquipier. Donc ça aussi, c'est très très beau. Un grand merci Victor à toi. Avec grand plaisir. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou partager une dernière Non, pas particulièrement. Un grand merci à toi. Grand merci pour ton invitation. Merci à toutes les personnes en fait qui permettent à des personnes comme moi de grandir dans cette communauté, dans cette pratique. Et puis derrière, ce sera notre tour aussi d'essayer de faire grandir les autres gens. Donc c'est un passage de relais. Un grand plaisir en tout cas. Merci à toi Victor et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast dédié à Race Cross France. Nous espérons que ces témoignages inspirants de femmes et d'hommes courageux qui ont relevé le défi de parcourir des milliers de kilomètres incroyables ont su vous captiver. Race Cross France est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme. C'est une aventure qui pousse les limites physiques et mentales des participants. Nous sommes fiers de tous ceux qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure unique. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires. Van Rissel, notre presenting partner, Assos, Komoot, The Beam, Bollé, Gollum et Olifat pour leur soutien inestimable ainsi qu'aux villes qui nous ont considérablement aidés dans la mise en place de l'événement. Leur engagement et leur collaboration ont été essentiels pour la réussite de Race Cross France 2023. Nous vous invitons à rester connectés pour découvrir d'autres épisodes de notre podcast, à les partager à votre entourage. Ces épisodes qui mettent en lumière des histoires passionnantes autour de notre événement sportif captivant. Continuez à vivre pleinement votre passion pour le cyclisme et à vous fixer de nouveaux objectifs audacieux. Vous aussi, vous pouvez relever des défis extraordinaires et repousser vos limites. Merci encore de nous accompagner dans cette aventure. Restez à l'écoute pour de nouvelles inspirations et des découvertes sportives. À très bientôt sur le podcast Ultra Talk.